Une ruelle tranquille, un invité disparu, et un indice perdu à la vue de tous. Bienvenue à Vérité Obscure. Je suis votre hôte, Léon. Laissez un commentaire, et dites-moi d'où vous nous écoutez. Ces échanges rendent ce voyage encore plus spécial. Maintenant, entrons dans le mystère. Les haies d'Ivy Lane avaient commencé à fleurir de roses du début de l'été, dont le parfum se mêlait légèrement à la richesse terreuse du sol récemment retourné. Dans le village de Fernlake, c'était une époque d'une beauté tranquille, des pelouses soigneusement tondues, des tasses de thé tintant sur les vérandas et des vélos serpentant sur des sentiers crayeux sous un soleil tacheté. Rien ne s'était jamais produit à Fernlake, rien d'important, bien entendu, jusqu'à ce que quelque chose se produise. C'est un mardi matin, à 10h30 précises, que Miss Lavinia Chetwynd disparut. Ce n'était pas le genre de femme dont on s'attend à ce qu'elle disparaisse. Pendant près de 7 décennies, Lavinia menait sa vie à Fernlake au rythme régulier des cloches des églises. Grande, droite et connue pour son dévouement rigoureux à la Société de préservation historique locale, elle a été vue pour la dernière fois se dirigeant rapidement vers le bureau de poste avec un paquet d'enveloppes attachées avec un ruban bleu. Elle portait son habituel chapeau de paille avec l'épingle rose délavée, une écharpe tartan fermement accrochée sur une épaule malgré le temps doux. La maîtresse de poste, Miss Felicity Prowse, se souvenait très bien de son arrivée, notamment parce que Lavinia avait demandé 3 timbres de tuppence et un rouleau de ficelle marron. Elle a dit qu'elle avait un colis à envoyer à son neveu à Édimbourg, a déclaré Felicity à tout le monde plus tard, les yeux écarquillés. Et puis elle n'est tout simplement pas revenue dans la rue. Sa disparition n'a peut-être pas fait grand bruit dans certaines régions du monde, mais Fernlake n'était pas le genre de village à ignorer une femme de la stature de Lavinia, disparaissant simplement entre le bureau de poste et son domicile. Au milieu de l'après-midi, des murmures avaient commencé chez l'épicier, et au crépuscule, son cottage situé au bout d'Ivy Lane était devenu le sujet de spéculations écarquillées. C'est bien sûr Madame Emily Edgewater qui a pris sur elle de susciter l'inquiétude. Veuve d'une constitution redoutable et d'opinions encore plus redoutables, c'est elle qui, trouvant la grille du jardin de Lavinia toujours ouverte à l'heure du thé, mettait un point d'honneur à frapper fermement à la porte. Aucune réponse. Elle regarda par la fenêtre du salon et vit les gants de Lavinia toujours posés sur la table d'appoint, à côté d'une tasse de thé à moitié bue et refroidie depuis longtemps. À 7 heures, le constable local, le jeune inspecteur Miles Hargrave, avait été convoqué. Il examina le salon bien rangé avec une diligence polie et prit une brève déclaration de Madame Edgewater, qui n'était que trop disposée à la lui offrir, ainsi qu'un récit complet de l'enfance de Lavinia, de ses années de fréquentation et de son implication dans le comité des fleurs de l'église. « Rien n'a dérangé », a-t-il déclaré plus tard dans la soirée en retirant ses gants. Aucun signe d'effraction, aucun objet de valeur manquant. Le lit n'a pas été touché. Il semble qu'elle ne soit jamais rentrée chez elle. Le lendemain matin, le village était en proie à des ragots. Elle rencontrait un gentleman, a insisté Millie Pickering, la fille du vicaire, avec une lueur de joie scandalisée dans la voix. Elle est allée elle-même à Édimbourg, proposa M. Trench, l'avocat à la retraite, pour surprendre son neveu sans doute. J'ose dire qu'elle n'en a parlé à personne pour rendre cela encore plus amusant. Ou bien elle a eu une attaque dans les bois et a été arrachée par un blaireau, marmonna le vieux Tom Nethers, qui n'avait guère de patience pour les spéculations, mais aimait étrangement les animaux dramatiques. Une seule personne n'a rien dit du tout. Dans un coin du Rose and Crown, en sirotant un thé légèrement citronné, Miss Jane Marple écoutait. Elle n'a pas interrompu et n'a pas proposé de théorie. Elle observa simplement les mouvements de panique, les récits contradictoires, la manière dont certains villageois semblaient trop pressés de parler, tandis que d'autres s'étaient repliés sur un malaise muet. Cela avait toutes les caractéristiques d'un incident de village, mineur en surface,
troublant en dessous. Ce soir-là, alors que le soleil jetait ses doigts d'or sur Ivy Lane et transformait les haies en murs d'ombre vacillants, Miss Marple se dirigea tranquillement vers la maison de Lavinia. Elle s'arrêta près du portail, remarquant qu'il était toujours ouvert. Le jardin était impeccable, trop impeccable peut-être. Une paire de sécateurs était posée à côté d'un pot en argile, aux lames tachées du vert des géraniums, coupées. Miss Marple se pencha et étudia la terre. Les empreintes étaient peu nombreuses, mais pas totalement absentes. Un ensemble, le sien. Un autre, appartenant clairement à une femme portant des chaussures à talons bas. Un troisième, plus grand, plus boueux, s'éloignait vers le chemin derrière la maison, où le chèvrefeuille devenait épais et sauvage. Elle le suivit avec précaution. Passez le treillis drapé de lierre. Passez l'abri de jardin. Jusqu'à ce que le chemin se rétrécisse et s'ouvre sur une petite porte qui menait à la route secondaire, un sentier pédestre désaffecté rarement fréquenté par quiconque, sauf le facteur et l'écolier occasionnel avec trop de temps libre. Là, pris dans les ronces, se trouvait un seul lambeau de laine tartan. Miss Marple, qui avait tricoté plus d'écharpes au cours de sa vie que la plupart n'avaient mangé de biscuits, reconnut instantanément le tissage. Elle fourra le morceau dans sa poche et se tourna vers l'allée, l'expression indéchiffrable. Le lendemain matin, elle a écrit une courte note au gendarme Hargrave pour lui demander un bref mot concernant l'aménagement d'Ivy Lane. Puis elle se dirigea vers l'épicier pour acheter un petit sac de prunes, s'arrêtant seulement pour dire à Madame Edgewater « Tant de disparitions semblent tout à fait ordinaires au premier abord, n'est-ce pas ? Mais ce sont souvent les plus petites choses qui racontent les plus grandes histoires. » Madame Edgewater, qui n'était pas encore à court d'opinion sur la question, se contenta de hocher la tête, manquant complètement l'éclat de tranquille satisfaction derrière les yeux de Miss Marple. Le lendemain matin, les cloches de St. Mildred sonnaient clairement et bas sur les toits de Fernley, sonnant les matines avec une sérénité qui dissimulait les troubles qui couvaient juste sous la surface bien polie du village. Le journal du matin n'était pas encore arrivé, mais la nouvelle de la disparition de Miss Lavinia Chetwynd ne nécessitait plus d'encre ni de composition. C'était déjà sur toutes les lèvres, transporté de la haie au foyer avec la rapidité et la précision que seul un village possédait. Dans les salons de thé Fernleague, modestement ornés de rideaux de dentelle et d'une gerbe toujours, fraîche de pois de senteur sur chaque table, les habitués s'étaient rassemblés, leurs tasses de Darjeeling tremblant légèrement sous la ferveur des conversations chuchotées. « Ce sont les plus calmes », a déclaré Madame Dalrymple, qui dirigeait la boutique de modistes et portait un chapeau en plume de paon beaucoup trop audacieux pour l'heure. Toujours ceux auxquels on ne s'attend pas. Vous retenez mes paroles. Lavinia mène une double vie. Son compagnon de table, M. Rupert Barnes, le chef de gare local, haussa un sourcil derrière ses lunettes métalliques. Une double vie, Lavinia? La femme organisait le planning d'entretien des sentiers avec une précision militaire. Raison de plus, rétorqua Madame Dalrymple. Ce genre-là claque toujours. Des émotions en bouteille, des frustrations refoulées. On découvrira qu'elle est partie pour Paris avec un violoniste. À une autre table, près de la fenêtre, Miss Phyllis Carroway, qui se targuait de ne pas se lancer dans des bavardages inutiles, même si en fait elle adorait ça, se pencha plus près de Miss Marple, qui sirotait tranquillement son thé. « Bien. »« Sûr, » murmura Phyllis, « on parle d'un scandale avec le neveu. Une histoire d'héritage, je crois. Lavinia a peut-être subi des pressions. Ou du chantage. » Miss Marple hocha légèrement la tête, ses yeux ne quittant jamais le thé tourbillonnant dans sa tasse. Ce serait une raison pénible de disparaître. Mais les gens agissent rarement pour une seule cause. Il y a généralement plusieurs fils dans un nœud emmêlé. Les bavardages dans les salons de thé auraient rivalisé d'intensité avec n'importe quel salon londonien ce jour-là, mais la scène centrale de la spéculation restait la pelouse du presbytère. L'épouse du vicaire, Madame Judith Merrow, s'était positionnée stratégiquement avec un plateau de sablé et s'était assurée que la conversation
était juste assez sérieuse pour mériter une seconde portion. « Je ne peux pas croire que Lavinia partirait sans un mot, » dit-elle au groupe de dames rassemblées avec des coussins sur le banc en fer forgé. Elle a toujours été très fiable. Elle dirigeait pratiquement la foire des récoltes. Madame Edgewater, toujours désolée d'avoir été celle qui a découvert l'absence, a grondé. Elle était fiable, oui, mais privée. Très privée. Notez mes mots, il y a plus à faire qu'une simple sortie qui a duré longtemps. Tu penses? Qu'elle est morte, alors? Demanda Millie Pickering avec un peu trop d'enthousiasme. La femme du vicaire haleta. Millie, vraiment. Mais la question restait en suspens et personne n'y répondait. À la police de Fernlege, l'inspecteur Hargrave s'est frotté la nuque en soupirant. Il avait passé la majeure partie de la nuit à examiner ses déclarations. Aucune d'elles n'était particulièrement utile. Lavinia Chetwynd, semblait-il, avait traversé le village comme un fantôme. Après son passage à la poste, personne ne pouvait prétendre l'avoir vue. Personne, bien sûr, à l'exception d'un jardinier nommé Edwin Trostle, qui pensait l'avoir aperçu passant devant le terrain de cricket juste après 11 heures. Mais Edwin n'était pas le témoin le plus fiable. Son œil gauche avait tendance à vagabonder, et son œil droit de la vie générale ne voyait pas grand-chose. Pourtant Hargrave l'a noté, soulignant l'heure d'un trait de plume frustré. Le seul indice physique venait de Miss Marple, qui avait, avec une humilité polie, demandé une brève audience avec l'inspecteur ce matin-là. « Je ne souhaite pas déranger, » avait-elle dit, assise sur la modeste chaise en bois en face de son bureau, « mais je passais hier devant le jardin de Miss Chetwynd et j'ai remarqué quelque chose de curieux. Un peu de laine tartan coincée dans les ronces le long du chemin. » Hargrave avait haussé les sourcils. « Le même tartan qu'elle portait, je le crois, » dit Miss Marple en posant doucement la laine sur son bureau. « Ça m'a paru étrange, voyez-vous. La plupart des villageois revenaient par le chemin. Le chemin arrière est peu fréquenté et plutôt envahi par la végétation, à moins qu'on essaie d'éviter d'être vu. » Elle laissa traîner la suggestion, le plus petit sourire scintillant au coin de sa bouche. Hargrave la regarda un moment plus longtemps que nécessaire, puis finit par acquiescer. « Je vais jeter un œil. » Pendant ce temps, la maîtresse de poste, Miss Felicity Prowse, menait sa propre enquête en examinant les lettres sortantes de la semaine. Elle a apporté 4 enveloppes, dit-elle à son assistant avec le sérieux dramatique de quelqu'un qui découvre un secret d'État. 2 adressés à l'adresse d'Édimbourg, un à un avocat du Lincolnshire et un autre, à une boîte postale à Londres. Elle tapota du doigt le comptoir. Maintenant, pourquoi Lavinia aurait-elle affaire à une boîte postale? Son assistant, un jeune homme de 18 ans qui rêvait de rejoindre la marine, haussa les épaules sans enthousiasme, mais l'esprit de Felicity s'emballait déjà. Ce n'était pas souvent qu'on se laissait entraîner dans un mystère, et elle était déterminée à jouer son rôle. De retour sur Ivy Lane, l'air semblait maintenant plus lourd, comme si les haies savaient quelque chose que les villageois ignoraient. La maison de Lavinia restait fermée, ses fenêtres bien fermées, son paillasson portant encore le léger contour de chaussures boueuses séchées depuis longtemps. Mais tout le monde n'a pas respecté les limites. Un petit garçon, Ned Jennings, fils de l'apprenti boucher, s'était faufilé par le portail en fin d'après-midi pour un défi. Il se faufila dans le jardin, les mains tremblantes, avant d'entrer par la porte arrière du hangar qui n'était pas bien verrouillée. L'intérieur était immobile, étrangement. Des particules de poussière flottaient dans l'air comme des fantômes à la dérive, et l'horloge sur la cheminée s'était arrêtée à 10h52. Il revint quelques minutes plus tard, les yeux écarquillés et pâles. « Elle n'est pas là », a-t-il insisté auprès de ses camarades. « Mais il y a un foulard, par terre, et le chat a encore du lait dans son bol. » Alors que le soleil se couchait une fois de plus derrière les collines lointaines, Fernley retint son souffle. Quelque chose n'allait pas. Les gens ont fermé très tôt les portes de leur jardin. Les rideaux furent tirés avec un peu plus d'urgence. Les portes ont été revérifiées,
Et dans le calme et le silence de son salon, Miss Marple retourna à son tricot, ses pensées vrombissant plus vite que ses aiguilles. Elle connaissait Lavinia Chetwynd depuis près de 40 ans, une femme à la routine rigide, droit au point d'irritation. Pourtant, Miss Marple avait toujours ressenti quelque chose, une tension sous la surface, une lueur occasionnelle dans les yeux lorsque certains sujets étaient abordés. Bien entendu, cela n'a pas suffi à sonner l'alarme, mais maintenant, elle se souvenait de ces moments. Un mot abandonné ici, un ton serré là. Elle s'arrêta dans son tricot et regarda vers la fenêtre où le crépuscule avait commencé à descendre. Ce n'était pas l'absence de Lavinia qui la troublait le plus, c'était l'empressement du village à s'expliquer. Leto. Lendemain du jour où les spéculations collectives de Fernlege eurent atteint leur paroxysme enfiévré, l'air du village se calma à nouveau, comme s'il s'arrêtait lui aussi, attendant d'expirer. Pourtant, sous la surface, le mouvement continuait, subtil, délibéré, persistant. L'inspecteur Miles Hargrave se retrouva à arpenter les étroites planches du petit bureau de la gare, fronçant les sourcils devant ses notes. Une disparition était bien plus délicate qu'un meurtre. Un corps pouvait parler d'une manière que les vivants n'auraient jamais osé, mais l'absence, ce vide nébuleux, était plus glissante. Il n'y avait ni éclaboussure de sang, ni empreinte digitale. Il manquait simplement les questions sans réponse et le grondement de malaise qui se propageait à chaque heure. Il avait envoyé un agent de police pour interroger le neveu à Édimbourg, même s'il avait peu d'espoir que cela aboutisse à quelque chose dans l'immédiat. Le neveu, Bernard Chetwynd, n'était connu dans le village que de nom. Lavinia parlait rarement de lui, sauf pour remarquer, avec un certain dégoût, qu'il préférait la compagnie des machines à celle des gens, et les variables locales étaient des plus pressantes pour Hargrave, les gens et les lieux que Lavinia connaissait intimement, ses déplacements le jour de sa disparition, ses habitudes, ses correspondances. À 11h30, un coup interrompit ses pensées. Il ouvrit la porte de la gare et trouva Miss Marple, l'air tout à fait tranquille, son sac à main soigneusement rangé sous un bras et un dossier de papier raidi serré dans l'autre. « Bonjour, inspecteur, » dit-elle agréablement. « J'espère que je ne suis pas intrusif. »« Pas du tout, Miss Marple. Veuillez entrer. » Elle s'installa sur la chaise en face de son bureau, comme si elle l'avait fait une douzaine de fois, même si c'était sa première visite officielle à la police depuis des années. Elle posa délicatement le dossier sur son bureau. « J'ai passé la matinée à revoir un vieux disque que j'avais conservé, » dit-elle en l'ouvrant avec précaution. « Vous voyez, je prends des notes uniquement pour ma propre référence. Bien sûr, sur les affaires du village. Les modèles de comportement, les choses que les gens disent quand ils pensent que personne ne les écoute. » Hargrave cligna des yeux. « Vous conservez des dossiers sur les villageois ?»« Oh non, pas comme tu le veux, » rigola-t-elle. « Pas de dossiers, simplement des observations. La nature humaine est une source inépuisable de fascination, et je constate que les gens se répètent plus souvent qu'ils ne le pensent. » Il ne savait pas vraiment quoi en penser, mais elle avait désormais toute son attention. « Puis-je » demanda-t-il en désignant le drap du dessus. « Bien sûr. » La première page contenait quelques lignes soignées, écrites dans une écriture délicate mais lisible. Lavinia Chetwynd, ponctuelle, particulière, évite la confrontation. Connue pour exprimer son mépris pour l'argent neuf. Parle. Toujours en bien de M. M. Chiswick, bien qu'elle l'invite rarement chez elle. Une fois repéré près de Bellwood Estate, il prétend ne jamais le visiter. Hargrave fronça les sourcils à la dernière note. « Domaine Bellwood ?»« Oui, » répondit doucement Miss Marple. « Vous vous en souviendrez. C'est le vieux manoir, à l'orée des bois, propriété des Mortimer jusqu'à il y a 3 ans, vendu à un étranger, M. Silas Grange. » En effet, Lavinia a toujours dit qu'elle trouvait le nouveau propriétaire vulgaire, mais je me souviens l'avoir vu marcher près de Bellwood à quelques reprises, étrangement hors de son chemin habituel. Pourquoi irait-elle là-bas?
C'est précisément la question, n'est-ce pas? Hargrave posa la page de côté et se laissa tomber dans son fauteuil. Il y a autre chose, dit-il, le ton baissant. Nous avons envoyé 2 hommes le long du chemin derrière la maison de Lavinia. À environ 50 mètres, ils ont trouvé une série d'empreintes de pas menant dans les ronces. Les empreintes ont tourné brusquement et se sont arrêtées près du vieux montant qui mène au champ de Bellwood. Miss Marple hocha la tête, sans surprise. Et pas de retour d'impression? Aucun que nous puissions distinguer, juste ceux qui entrent. Ils restèrent assis en silence pendant un moment. Miss Marple, dit enfin Hargrave, croyez-vous qu'elle soit partie de son propre chef? Je pense, dit-elle lentement, que le village aimerait beaucoup le croire, parce que si ce n'est pas le cas, alors nous devons nous demander ce qui ou qui l'a empêché de rentrer à la maison. Ailleurs à Fernley, Madame Edgewater menait sa propre enquête en n'utilisant rien de plus que l'apparence de l'hospitalité et un gâteau au citron particulièrement acidulé. Elle arriva devant la porte d'entrée de Felicity Prowse, la maîtresse de poste, en tenant une assiette en équilibre et avec une expression d'innocence exagérée. « J'espère que je ne suis pas gênante, » dit-elle, alors que Felicity ouvrait la porte. « Je pensais que tu aurais peut-être envie d'un peu de sucrerie. »« Eh bien, comme c'est gentil de ta part, Emily, » répondit Felicity en s'écartant. « Viens, je préparais juste du thé. » 5 minutes plus tard, installée dans le salon et sirotant du Earl Grey, Madame Edgewater frappa. C'est une affaire tellement étrange que la disparition de Lavinia. Si soudaine. Tu as dû être le dernier à lui parler. Felicity, qui avait répété son récit à au moins 6 personnes différentes ce matin-là, ne se hérissa pas, exactement. Mais sa réponse fut brève. Elle a demandé des timbres et du fil marron. Je les lui ai donnés. Elle a parlé du neveu et d'un colis, c'est tout. Était-elle anxieuse? Nerveuse? Quelque chose d'étrange dans son ton? Pas plus que d'habitude. Elle a été précise, bien sûr, mais pas troublée. Madame Edgewater se pencha légèrement en avant. Vous savez, j'ai entendu dire, même si je ne devrais pas le dire, qu'elle a envoyé une lettre à un avocat et à une boîte postale à Londres. Curieux, vous ne trouvez pas? Felicity hésita un demi-souffle. Très curieuse, acquiesça-t-elle doucement. Bien sûr, je ne peux pas le confirmer. Le ton de sa voix la trahissait. Madame Edgewater a caché ce fait avec joie. Ce soir-là, une légère bruine s'est installée sur Fernley. L'odeur de la pluie sur la pierre flottait dans l'air, tandis que les villageois avançaient plus rapidement dans les ruelles. Les cols relevés, les parapluies baissés. Dans la pièce calme et éclairée devant son cottage, Miss Marple disposait 3 enveloppes devant elle sur la table. L'une d'entre elles avait été interceptée à la demande de l'inspecteur Hargrave, au bureau de poste, avant de quitter Fernley, la lettre adressée au bureau de poste de Londres. Boîte. Une autre avait été copiée et renvoyée, la lettre au notaire. Le 3e, elle n'en avait eu connaissance que ce matin-là, écrit non pas par Lavinia, mais par son jardinier. Alfred Griggs était un homme peu bavard et peu ambitieux, mais il travaillait dans les jardins de Lavinia depuis 12 ans et était connu pour être loyal, ponctuel et presque invisible. Miss Lavinia m'a demandé d'apporter une note à son avocat, avait-il déclaré à Miss Marple, plutôt honteux, lorsqu'elle l'avait interrogé gentiment autour d'une tasse de thé sur les marches de l'église. Il m'a dit qu'il devait être livré en main propre. Il m'a dit de n'en parler à personne. « Et vous l'avez fait ?» avait-elle demandé. « Je l'ai fait, je l'ai pris jeudi. Elle a disparu mardi. » Miss Marple a soigneusement examiné cette chronologie. Maintenant que les documents étaient disposés, elle remarqua une tendance frappante. La lettre adressée à l'avocat était brève, à peine plus qu'une demande formelle de modifier son testament. Elle éliminait quelqu'un, semblait-il. Le neveu? Une fête locale? La lettre était vague, mais ce qu'elle ne disait pas était aussi fort que ce qu'elle disait. La lettre au London P.O., la boîte cependant, était plus étrange. Il contenait une seule phrase. « La clé est sous la 3e pierre près du cadran solaire. Brûlez tout après avoir lu ceci. » Miss Marple n'aimait pas ça du tout. Elle
s'adossa à sa chaise et écouta le claquement de la pluie sur la vitre. Une clé, un emplacement, une exigence de secret. Et Lavinia Chetwynd a disparu sans laisser de traces. Fernley aurait pu croire qu'ils étaient témoins de la fin de l'excentricité tranquille d'une femme. Mais Miss Marple en savait plus. Ce fut le début de quelque chose de bien plus sombre. L'inspecteur Hargrave se tenait sous le surplomb peu profond du clocher de St. Mildred, observant les dernières brumes matinales se dissiper au-dessus de Fernley. La pluie était passée, dans la nuit, et maintenant les haies brillaient sous un soleil aqueux. Pourtant, le village n'est pas revenu à la normale. Il y avait de la tension dans l'air, une pause perceptible dans le rythme de la vie quotidienne. Le mystère de la disparition de Lavinia Chetwynd persistait depuis 4 jours, et plus il s'étendait, plus le village devenait agité. Hargrave le savait bien. Le silence engendre la spéculation, et la spéculation engendre la suspicion. Le moment était venu d'arrêter d'écouter les chuchotements et de commencer à faire pression. Il ajusta le col de son manteau et se dirigea vers Ivy Lane. La première personne à qui il avait l'intention de parler était Alfred Griggs. Le jardinier était au service de Lavinia depuis plus d'une décennie et, bien qu'il soit calme et généralement apprécié, Hargrave avait appris à se méfier des impressions superficielles. Personne ne pouvait être exclu sitôt. La révélation de Miss Marple selon laquelle Alfred avait apporté une enveloppe scellée à un avocat quelques jours avant la disparition de Lavinia avait fait sourciller. Cela suggérait un certain degré d'implication, ou à tout le moins, une proximité avec des sujets que Lavinia avait voulu cacher. Griggs fut retrouvé derrière la haie du presbytère, en train de tailler avec une sorte d'indifférence mécanique. Ses bottes étaient recouvertes de terre humide, et son front était plissé sous sa casquette cabossée. Hargrave s'approcha avec une autorité désinvolte. « Bonjour, Griggs. Puis-je avoir un mot ?» Le jardinier hocha la tête une fois et posa ses cisailles de côté. « Bien sûr, monsieur. Vous avez travaillé pour Miss Chetwynd pendant combien de temps ? » « Il y a tout juste 12 ans. J'ai fait le jardin, réparé quelques bricoles dans le hangar. Est-ce qu'elle t'a fait confiance ?» Griggs hésita. « Je pense que oui. Elle n'était pas du genre chaleureuse, mais elle a dit que j'étais fiable, toujours payé à temps. Connaissez-vous quelqu'un qui aurait pu lui faire du mal ?» La question atterrit comme une pierre dans un étang immobile. Griggs leva brusquement la tête, les yeux sombres sous le bord de sa casquette. « Non, monsieur, dit-il lentement. Mademoiselle Lavinia ne fréquentait pas beaucoup les gens. Elle restait seule, polie, mais distante. » Hargrave croisa les bras. « Alors, dites-moi pourquoi elle vous a demandé de remettre une lettre cachetée à son notaire. Et pourquoi elle vous a dit de ne pas en parler. » Griggs bougea, mal à l'aise maintenant. Elle était bouleversée quand elle me l'a donnée. Pâle. Elle a dit que c'était important. Je n'ai pas demandé ce qu'il y avait dedans. Ce n'était pas ma place. A-t-elle dit autre chose? Une pause. Puis, elle a dit « Les gens ont des yeux là où ils ne devraient pas, monsieur Griggs, des oreilles là où ils n'en avaient jamais l'habitude. » Hargrave plissa les yeux. « Et que penses-tu qu'elle voulait dire par là ?» Griggs secoua la tête. Je ne pouvais pas le dire, mais je n'aimais pas son look, comme si elle avait vu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. Hargrave hocha la tête, mais en réalité, il n'était pas convaincu. Soit l'homme cachait quelque chose, soit il était bien plus profond qu'il ne le pensait. Plus tard dans la matinée, Miss Marple fit son arrêt habituel chez l'épicier. Elle choisit 2 oranges sanguines, une petite miche de pain d'orge, et s'attarda, visiblement, près du pot de bâton de cannelle, jusqu'à ce que Madame Clara, Tibet émerge de l'arrière avec un carnet de reçus et une curiosité à peine voilée. « Y a-t-il du nouveau sur la dame disparue ?» demanda Clara en pesant les oranges avec une lenteur délibérée. « Je n'en ai aucune connaissance, » a déclaré Miss Marple en pliant ses gants. « Mais je trouve étrange qu'une personne aussi enracinée dans ses habitudes puisse simplement disparaître sans bouleverser davantage les schémas habituels. » Clara renifla. Disparue ou partie. Beaucoup de gens disparaissent lorsque les choses deviennent inconfortables.
J'ai toujours dit que Lavinia tenait ses cartes trop près. Miss Marple sourit. Et de quelle carte s'agit-il? La femme de l'épicier se pencha légèrement. Je ne vous l'ai pas dit, mais elle a eu des mots avec M. Chiswick la semaine dernière, juste en face de la boulangerie. Mots? Une vraie querelle, si vous me le demandez. À propos des fonds de la société. Elle l'a accusé de détournement de fonds ou l'a laissé entendre. Il est devenu rouge comme une betterave. C'était une pépite utile. Miss Marple la remercia et partit avec ses courses, ses pensées vrombissant doucement. Martin Chiswick était, de toute évidence, un homme respectable. Il dirigeait la papeterie du village et faisait office de trésorier de la Société de préservation historique, une organisation que Lavinia présidait depuis des années, avec une efficacité militante. Chiswick avait du charme, c'est sûr. Veuf aux cheveux argentés, aux yeux chaleureux et à la voix douce, il était considéré par beaucoup comme un gentleman de la vieille école. Mais Miss Marple soupçonnait depuis longtemps que le charme à l'excès était souvent un camouflage. Elle trouva M. Chiswick cet après-midi-là en train de balayer le perron de sa boutique, fredonnant doucement, comme si de rien n'était à Fernley. « Ah, Miss Marple, dit-il gaiement, belle journée, même si un peu humide. Vous cherchez quelque chose en particulier? Seulement une conversation, répondit-elle avec un sourire. À propos de notre connaissance commune, Miss Chetwynd. Son sourire ne faiblit pas, mais quelque chose bougea derrière ses yeux. Terrible affaire, ça. Disparaître comme un brouillard d'été. Je ne peux pas imaginer où elle est allée. J'imagine que cela a dû perturber un peu la société. Eh bien, oui, concéda-t-il. Lavinia était vraiment notre pilier. La réorganisation de notre exposition de juin a été un véritable chaos. Et les comptes? Sa main s'arrêta au milieu du balayage. Je vous demande pardon? C'est seulement que j'ai entendu dire qu'il y avait eu des discussions animées sur l'utilisation des fonds. La mâchoire de Chiswick se raidit. Si vous voulez le savoir, Lavinia était devenue plutôt contrôlante ces derniers mois, a refusé de débloquer les fonds pour les mises à jour nécessaires. J'ai simplement insisté sur le sujet. Rien de plus. Bien sûr, dit doucement Miss Purple, elle a toujours eu des opinions bien arrêtées. Chiswick se redressa. Si vous insinuez que j'ai quelque chose à voir avec sa disparition, Miss Marple, je dois vous prévenir que vous frôlez la calomnie. Périt cette pensée, dit-elle calmement. Je me demande seulement, lorsque les gens ont le pouvoir, ils y renoncent rarement volontairement. Et lorsque d'autres tentent de le leur arracher, parfois, des choses malheureuses se produisent. Chiswick se tourna brusquement et se retira dans sa boutique, mais pas avant que Miss Marple ne remarquât le moindre tremblement dans la main. Qui tenait le manche à balai? Ce soir-là, au Rose and Crown, l'ambiance était tamisée. Les joueurs de cartes habituels étaient absents. La conversation bourdonnait doucement, timidement. Seule la cheminée crépitait avec assurance. À une petite table près du foyer, 3 villageois étaient assis penchés. Millie Pickering, la fille du vicaire, Geoffrey Blackstone, un professeur d'école qui a l'habitude de recueillir les potins, et Esme Drexler qui dirigeait la bibliothèque du village et s'était récemment mise à fumer à la chaîne en secret derrière les archives. Ils parlaient à voix basse, mais leur sujet était clair. « J'ai entendu dire qu'elle avait un coffre-fort », a déclaré Millie, les yeux brillants, derrière un panneau dans sa chambre. « Pas de sécurité », répondit fermement Esme. « Sa femme de ménage me l'a dit, juste un tiroir verrouillé dans le bureau. » Qu'est-ce qu'il y a dans le tiroir alors? Personne ne le sait. Il était verrouillé lorsque la police a vérifié. Ils l'ont maintenant pris pour inspection. Geoffrey se pencha. Et la maîtresse de poste, Felicity, a dit que la lettre destinée à la boîte de Londres avait été brûlée. Apparemment, le gendarme n'a trouvé que des cendres dans la cheminée. Elle devait savoir que quelqu'un viendrait la chercher. Miss Marple, assise quelques mètres plus loin sous la fenêtre, avec un modeste verre de sherry, captait chaque mot, sans le moindre signe d'écoute. Elle avait passé trop de temps à observer la nature humaine pour ignorer l'évidence. La peur commençait à s'installer. Une vraie peur,
Le genre qui n'émerge pas lorsqu'une personne part en voyage, mais qui éclate lorsque la vérité se rapproche trop de chez elle. Plus tard, alors qu'elle traversait le green et passait devant les fenêtres silencieuses de la maison sombre de Lavinia, Miss Marple s'arrêta devant la porte du jardin. Le clair de lune drapait le lierre, l'herbe encore humide sous les pieds. Elle regarda vers le chemin de derrière, l'endroit où le morceau de tartan avait révélé pour la première fois sa vérité discrète. Puis elle regarda vers Bellwood, Estate, à peine visible à travers le champ. 2 suspects avaient été identifiés, un jardinier qui en savait plus qu'il ne l'avouait, et un trésorier rancunier. Tous 2 avaient des motivations, tous 2 en ont eu l'opportunité. Mais ni l'un ni l'autre n'expliquait la lettre énigmatique, ni la peur dans les derniers mots de Lavinia. Miss Marple soupira. Le village proposait des suspects, mais elle soupçonnait que la vérité était encore à venir, dans le silence, dans les secrets et dans l'ombre, juste au-delà d'Ivy Lane. Le lendemain matin, l'aube était grise et calme, le ciel s'étendant sur Fernleague comme un linceul de laine. L'air avait le poids de quelque chose qui attendait d'arriver, et même si le village reprenait extérieurement ses rythmes, shopping, jardinage, post-collecte, il y avait un silence derrière tout cela, quelque chose de non dit, de non résolu. Miss Marple, cependant, ne restait pas inactive. Les pièces bougeaient lentement, mais ne s'alignaient pas encore. Il y avait quelque chose qui lui avait manqué, quelque chose de petit. Elle pouvait le sentir, comme le murmure d'un point inachevé dans un rang de tricot parfait. Après son thé du matin, elle fourra son cahier dans son sac et se dirigea vers Ivy Lane en tapotant doucement sa canne. Le cottage de Chetwynd restait fermé et silencieux, sous la surveillance temporaire de la police, mais l'inspecteur Hargrave avait eu la gentillesse de lui permettre d'y accéder pour une dernière visite, à condition qu'elle ne dérange pas les lieux. Une demande qu'elle n'a eu aucune difficulté à honorer. Miss Marple ne croyait pas à la révélation par force brute. C'était toujours le détail négligé qui révélait la vérité. L'agent Mercer l'a accueillie à la porte du jardin. « Bonjour, Miss Marple », dit-il avec une déférence respectueuse. L'inspecteur a laissé un mot. « Vous pouvez disposer de 20 minutes. »« Tout à fait suffisant, » répondit-elle avec un sourire. « Je veux seulement regarder. » À l'intérieur, l'air était calme. La poussière avait commencé à se déposer sur les rebords des fenêtres, et la cheminée était froide, une légère odeur de papier carbonisé persistant. Miss Marple traversa lentement la pièce d'entrée, les yeux s'attardant sur les objets habituels. La pendule, le tapis usé, les petites figurines en porcelaine que Lavinia avait collectionnées. Rien ici ne parlait de lutte ou de panique. Lavinia était partie, si elle était partie, avec un calme délibéré. Mais c'était le bureau qui l'attirait le plus. C'était une petite pièce ordonnée. Un bureau en acajou se dressait sous la fenêtre. 2 étagères de livres, une lampe de lecture en laiton. La police l'avait déjà examiné, mais Miss Marple faisait plus confiance à ses propres yeux qu'à ceux de quiconque. Elle resta debout quelques instants, se contentant d'observer. Le sous-main était posé sur le bureau dans la même position que la dernière fois qu'elle l'avait vu. Elle souleva soigneusement la couche supérieure et l'inclina vers la lumière. Aucune marque visible. Mais sur un coup de tête, elle ouvrit le tiroir de gauche du bureau et en sortit le papier carbone inutilisé que Lavinia gardait dans un dossier. Miss Marple l'avait vu plusieurs fois. Lavinia l'utilisait pour faire des doubles de sa correspondance. La plupart des gens auraient trouvé cela insignifiant, mais quelque chose la poussa à l'inspecter de plus près. Elle tendit le drap du dessus à la lumière et plissa les yeux. Là, légèrement en retrait, se trouvaient les impressions fantomatiques d'une lettre. Elle sortit un crayon du tiroir, glissa une feuille vierge en dessous et commença à ombrager légèrement la surface du carbone. Petit à petit, le contour des mots se révéla, sous menace. « Je dois changer le testament avant qu'il ne soit trop tard. Il dit que personne ne me croira. Mais je sais ce qu'il a fait, je sais ce qu'il cache à Bellwood. Si je disparais, écoute. »
et puis le reste a été arraché. Miss Marple restait immobile. Le souffle dans la pièce semblait se resserrer autour d'elle. Quelqu'un avait menacé Lavinia, quelqu'un qu'elle connaissait, quelqu'un de proche. La lettre n'a pas été envoyée, peut-être délibérément cachée, ou peut-être interrompue, avant d'être terminée. Et Bellwood encore. Ce nom maudit résonnait dans l'ombre de chaque indice qu'elle découvrait. Elle plia le message et le plaça dans son sac à main, ses mains fermes, mais son cœur commençant à s'emballer très légèrement. De l'autre côté du village, l'inspecteur Hargrave recevait un visiteur inattendu. Martin Chiswick se tenait sur le seuil de la gare, son chapeau à la main, la chaleur habituelle de ses traits ayant disparu. « Je suis venu faire une déclaration », a-t-il déclaré. Hargrave se leva immédiatement alerte. « Continue. Je veux être clair », a déclaré Chiswick, que je n'avais aucune mauvaise volonté envers Miss Chetwynd. Oui, nous n'étions pas d'accord. Oui, elle m'a accusé de mauvaise gestion des fonds de la société, ce que je nie catégoriquement. Mais ce n'est pas pour cela que je suis ici. Alors, pourquoi êtes-vous ici, monsieur Chiswick? Parce que je sais qui elle rencontrait le matin de sa disparition. Hargrave cligna des yeux. Tu fais? Je les ai vus, de ma vitrine, vers 10h15. Elle marchait le long d'Ivy Lane, oui, mais elle n'était pas seule. Un homme la rejoint. Il se tenait dans l'ombre de l'auvent du boucher. Pouvez-vous l'identifier? Chiswick hésita. Je crois que c'était Silas Grange, l'homme qui a acheté Bellwood. Hargrave se rassit sur sa chaise. Encore ce nom, tu es sûr? Je ne le jurerai pas devant le tribunal. Il portait un chapeau, mais il avait la même démarche, les mêmes épaules. Et Miss Chetwynd, eh bien, elle l'avait. Pas j'ai l'air content de le voir. En fait, elle s'arrêta de marcher et sembla dire quelque chose de tranchant. Puis il se pencha plus près. Trop proche. Après cela, ils sont partis ensemble. Vers le chemin derrière le Green, Hargrave griffonna une note. Pourquoi ne l'avez-vous pas signalé plus tôt? Je ne pensais pas. Je pensais qu'elle était peut-être partie de son propre choix. Mais j'ai eu le temps de réfléchir. Et la façon dont elle le regardait, ce n'était pas le regard d'une femme d'accord. Cet après-midi-là, Miss Marple parcourut le sentier reliant Ivy Lane à Bellwood. C'était envahi par la végétation mais toujours praticable. Du chèvrefeuille sauvage drapait la basse clôture en bois qui séparait les jardins du cottage du champ en pente au-delà. Le montant où s'étaient interminées les empreintes de pas semblait désormais plus grand, presque symbolique, un point de transition entre le visible et l'invisible. Elle franchit le portail et suivit la légère courbe du chemin, ses bottes effleurant l'herbe humide. Le domaine Bellwood apparut lentement, émergeant d'un bosquet d'ormes comme une bête endormie. C'était un vieux manoir géorgien, beau autrefois, mais aujourd'hui usé par les intempéries. Le lierre avait envahi les coins de sa maçonnerie, et plusieurs volets pendèrent de travers sur leurs gonds. Le nouveau propriétaire n'a fait aucun effort pour le restaurer. Silas Grange. Il était arrivé à Fernlake 2 ans et demi plus tôt, un étranger avec de l'argent et sans liens familiaux. Il a acheté le domaine aux enchères et est resté la plupart du temps seul, à l'exception de quelques observations au pub et d'une ou deux rencontres laconiques lors des réunions du conseil. La rumeur courait qu'il avait fait fortune à l'étranger, mais personne ne savait exactement comment. Miss Marple atteignit le bord du mur du jardin. À travers une brèche dans les haies, elle aperçut le vieux cadran solaire, exactement comme le mentionnait la lettre. Elle se rapprocha. Cadran solaire se trouvait sur un piédestal recouvert de mousse, au centre de ce qui était autrefois un jardin à la française, aujourd'hui envahi. Elle scruta soigneusement le sol autour, se penchant lentement pour examiner les pierres. Ils étaient inégaux, craquelés par le temps et le gel. Le troisième, en comptant dans le sens des aiguilles d'une montre à partir du marqueur en bise anti-sentate. Letton était lâche. Elle s'agenouilla, le cœur battant, et le souleva. En dessous se trouvait une petite boîte tachée par les intempéries. Elle l'a ouvert.
À l'intérieur se trouvait un paquet de lettres liées par un ruban délavé, leur encre floue mais lisible. Certains étaient datés de 15 ans auparavant. Ils portaient la même adresse de retour, une adresse aujourd'hui disparue à York. Elle glissa le paquet dans son sac et replaça la pierre. Puis, sans se presser, elle fit demi-tour et retourna vers l'allée. Elle ne savait pas encore ce que contenaient les lettres, mais quelque chose lui disait que le passé, celui de Lavinia, était sur le point de parler enfin, et ce qu'il avait à dire pourrait tout changer. Le contenu du paquet, fané trouvé sous le cadran solaire, était aussi révélateur que troublant. Ce soir-là, Miss Marple était assise sous la modeste lueur de la lampe de son salon, les lunettes basses sur le nez, lisant lentement sur le papier délicat maintenant étalé sur ses genoux. Le ruban qui liait autrefois les lettres s'était effiloché et certaines enveloppes portèrent des filigranes d'encre évaporée depuis longtemps. Le temps avait usé les mots, mais pas leur sens. Les lettres ont été écrites par une femme nommée Eleanor Fay. Ils étaient datés entre 1910 et 1911. Le premier était adressé à un M.S.G., qu'un nom que Miss Marple devina être le même Silas Grange, résidant actuellement au domaine Bellwood. Mais ce n'était pas ce qui retenait le plus son attention. C'était la dernière lettre, datée de juillet 1911, et adressée, sans équivoque, à Lavinia Chetwynd. « Chère Lavinia, je sais maintenant que j'ai été un imbécile. Il n'a jamais eu l'intention de m'épouser, et je n'ai aucun moyen de retourner dans le Yorkshire sans honte. L'argent a disparu. Il l'a joué ou il l'a caché, je ne saurais dire lequel. S'il te plaît, Lavinia, s'il reste de la compassion en toi, aide-moi. Si ce n'est pas pour moi, alors pour l'enfant. Il n'est pas encore né, mais j'ai peur. S'il m'arrive quelque chose, retrouve-le et dis-lui qui il est. Bien à vous dans la tristesse. Éléonore Miss Marple plia la lettre avec le plus grand soin, les sourcils froncés. C'était un appel non seulement au désespoir, mais aussi à l'implication. Lavinia, alors âgée d'une vingtaine d'années, devait connaître Éléanor. Et Éléanor avait été enceinte de Silas Grange, semblait-il. Mais qu'était-elle devenue? Et pourquoi Lavinia avait-elle caché les lettres pendant si longtemps pour ensuite les récupérer et les référencer juste avant sa disparition? Le nom d'Eleanor Fay sonnait quelque chose de lointain, mais pas clairement. Miss Marple prit mentalement note de se renseigner auprès des archives paroissiales le lendemain matin. Mais ce n'était pas la seule chose à laquelle elle devait réfléchir. Ailleurs, à Fernley, l'inspecteur Hargrave se tenait sur le seuil, sombre du domaine Bellwood, ses bottes laissant des traces d'humidité sur les larges marches de pierre. La convocation pour parler avec Silas Grange avait été longue à venir. L'homme avait ignoré 2 demandes formelles d'interrogatoire et n'avait répondu qu'après que Hargrave lui ait fait savoir qu'il arriverait malgré tout. La lourde porte s'ouvrit avec un gémissement. Grange lui-même se tenait dans l'embrasure de la porte, une silhouette en robe de chambre avec une expression qui se situait entre l'amusement et l'agacement. « J'avais le sentiment que tu reviendrais, » dit-il froidement. « Tu es le genre. » « Et ce n'est pas le cas, » répondit Hargrave en le frôlant. L'intérieur de Bellwood était caverneux et froid. Malgré sa grandeur, il y avait peu de chaleur. Le mobilier était minimaliste, les murs nus. Grange le conduisit dans un salon avec un seul fauteuil en cuir et une carafe de cognac à moitié vide sur la cheminée. « Whisky » proposa-t-il. « Je suis ici pour affaires officielles, monsieur Grange, comme vous le souhaitez. » Grange en versa quand même une mesure, et se laissa tomber dans le fauteuil avec une aisance féline. Hargrave resta debout. « Vous avez été vu en train de parler avec Lavinia Chetwynd le matin de sa disparition. Vous avez marché avec elle depuis Ivy Lane vers le chemin du champ. Des témoins vous ont placé avec elle. » Grange haussa un sourcil. « Qui sont ces mystérieux? » « Témoins ?» Hargrave ne répondit pas. « Vous étiez également la dernière personne vue près de l'étable menant à votre propriété. » Grange fit tournoyer son verre. « Et je suppose que vous pensez que je l'ai chassée, inspecteur?
Une femme qui, autant que je sache, n'avait aucune affection pour moi et qui m'a à peine reconnu lors des réunions du conseil? Je pense que... Tu sais pourquoi elle est venue d'ici? Grange éclata de rire. Vous pensez que je cache quelque chose? Lavinia Chetwynd avait un talent pour se faire des ennemis. Elle dirigeait cette société de préservation comme un tribunal militaire. Je n'avais aucune querelle avec elle, mais je ne peux pas dire que je l'admirais. Elle vous a accusé, en privé, d'actes répréhensibles, dit lentement Hargrave, et peu de temps après, elle disparaît. Vous avez été vu avec elle. Le matin même, Grange but son whisky et posa le verre. Je lui ai dit de partir assez tranquille, c'est tout. Elle est venue ici sans y être invitée, en divaguant sur des choses qui s'étaient passées avant la guerre. Elle était hystérique. Hystérique, répéta Hargrave. Choix de mots intéressants. Elle a menacé de me dénoncer pour des choses qui n'avaient rien à voir avec elle. Elle a dit qu'elle avait des lettres, des preuves. Et je lui ai dit que si elle mentait, j'engagerais une action en justice. Hargrave se pencha en avant. Alors tu admets qu'elle est venue ici. Grange ne s'y a pas. Je n'admets rien. Mais si, elle l'a fait hypothétiquement. C'était la dernière fois que je la voyais. Cette même nuit, Miss Marple rendit une visite inattendue à Felicity Prowse au bureau de poste. La jeune femme a ouvert sa porte dans une robe de chambre mauve, visiblement surprise de voir Miss Marple si tard. « J'espère que je ne vous dérange pas, ma chère, » dit Miss Marple avec une chaleur sincère. « Mais je voulais vous poser des questions sur les registres. Conservez-vous les bordereaux de colis entrants ainsi que ceux sortants ?» Felicity cligna des yeux. « Nous le faisons. Pour les livraisons plus importantes. Ils sont conservés 1 mois avant d'être envoyés au bureau de district. Voudriez-vous vraiment me laisser regarder ?» Félicité hésita. « Est-ce que cela a à voir avec Lavinia ?»« Oui, » dit Miss Marple, « et peut-être plus que ça. » 10 minutes plus tard, ils se retrouvèrent ensemble derrière le comptoir du bureau, de poste silencieux, Felicity feuilletant les copies carbone des colis reçus. Son doigt s'arrêta sur un nom. « Là, » dit-elle. 4 jours avant la disparition de Miss Chetwynd, elle a reçu une livraison, de York. Les yeux de Miss Marple se sont aiguisés. « Avez-vous le nom de l'expéditeur ?» Felicity regarda de plus près. « Il est écrit simplement que du Fay. Pas d'adresse de retour, c'était là. » Les lettres étaient arrivées récemment, non pas conservées des années passées, mais postées quelques jours avant la disparition de Lavinia. Et cela ne pouvait signifier qu'une chose. Eleanor Fay est peut-être encore en vie, ou bien quelqu'un quelque part voulait que Lavinia croie cela. Le lendemain matin, Miss Marple a visité les archives paroissiales comme prévu. Le vicaire, un homme oublieux mais gentil nommé révérend Josiah Bentham, lui permettait de parcourir à loisir les anciens registres du village. Elle resta assise pendant près d'1 heure, la poussière s'échappant des pages, tandis qu'elle les tournait soigneusement. Puis elle l'a trouvé. Acte de baptême, mars 1912 enfant. Nathaniel Fay, mère, Eleanor Fay, père. Note. Enfant accueilli par la famille Hargrave, enregistré sans prétention paternelle. Le front de Miss Marple. Sarka, Hargrave. Mais bien sûr, la famille de l'inspecteur Hargrave vivait à Fernley depuis des générations. Elle n'avait assumé aucune relation, mais cela a changé les choses. Nathaniel Fay serait-il encore au village? Ou, les yeux de Miss Marple s'écarquillèrent. Pourrait-il s'agir de quelqu'un qu'il connaissait déjà sous un nom différent? Y avait-il une identité cachée en jeu? Quelqu'un qui avait grandi en croyant à une histoire, pour ensuite apprendre une vérité différente? Lavinia a-t-elle été réduite au silence pour protéger cette vérité? Plus tard dans l'après-midi, Miss Marple a appris que Martin Chiswick avait été retrouvé effondré derrière son magasin. Le médecin avait été appelé. Il avait subi un accident vasculaire cérébral, léger mais suffisant pour le désorienter. Miss Marple n'a pas perdu de temps. Elle arriva et trouva Chiswick pâle mais conscient, une infirmière flottant à proximité. « Je ne devrais pas rester longtemps », prévint l'infirmière, mais Chiswick lui fit signe faiblement.
Venez, Miss Marple, j'ai quelque chose à vous dire. Elle se pencha plus près, sa voix douce. Oui? Ses yeux brillaient. Je n'ai pas dit toute la vérité. Je ne l'ai pas seulement... Je suis vieux. Lavinia et Grange. Je les ai vus monter à Bellwood. Elle criait. Et puis je l'ai entendu dire « Tu me l'as enlevé ». Appris qui? Il toussa. Éléonore. Puis dans un murmure « Il a menti. Surtout ». Miss Marple quitta le magasin avec une sensation de serrement dans la poitrine. Elle savait maintenant qui Lavinia essayait de protéger. Elle savait maintenant ce qui l'avait suffisamment effrayée pour réécrire son testament, et elle commençait à soupçonner que l'enfant d'Eleanor Fay n'avait jamais quitté Fernley. Un léger brouillard recouvrait Fernley le lendemain matin, atténuant les bruits des chants d'oiseaux et des battements de sabots lointains sur les ruelles pavées. La brume s'accrochait aux haies, transformant les sentiers familiers en couloirs indistincts, comme si le village lui-même avait décidé de cacher encore un peu ses secrets. Mais pas pour Miss Marple. Elle s'était levée tôt, troublée par des pensées agitées et par l'écho des derniers mots énigmatiques de Martin Chiswick. « Il a menti, surtout ». Elle répéta le nom, Éléonore et l'étrange phrase de Lavinia rapportée par Chiswick. « Tu me l'as enlevé. » Pas il, toi. Le pronom comptait. C'est toujours le cas. Miss Marple était assise à sa table de petit déjeuner, remuant, son thé avec des cercles lents et délibérés. La révélation selon laquelle Eleanor Fay a eu un enfant, Nathaniel, était remarquable en soi. Mais plus encore, c'était la note sur le registre de baptême. Encouragée par la famille Hargrave. Elle savait que l'inspecteur Hargrave avait grandi dans la région, son père étant charpentier et sa mère enseignante. Pourtant, il n'avait jamais parlé d'un frère adoptif ou d'un cousin. Et comme il est curieux que le nom de Fay ait disparu des registres du village après 1912, aucun décès, aucun mariage, aucun déménagement n'a été noté. Eleanor Fay avait tout simplement disparu, tout comme Lavinia. En milieu de matinée, Fernley était en effervescence avec des nouvelles, la découverte d'un corps. L'annonce est venue du gendarme Mercer, qui avait été envoyé au peigne fin les forêts extérieures de Bellwood Estate, après avoir reçu un pourboire au poste. Un garde-chasse, fraîchement revenu après une longue maladie, avait signalé une odeur inhabituelle près d'un champ d'orties derrière l'orangerie envahie par la végétation. Là, sous un monticule à moitié enfoui de terre battue et d'herbes sauvages, ils avaient retrouvé les restes d'une femme plus âgée. Les vêtements et les dossiers dentaires ont identifié le corps comme étant celui de Lavinia Chetwynd. Le village tout entier recula. Même ceux qui avaient murmuré des scandales à huit cloches parlèrent désormais à voix basse. Meurtre. Le mot flottait dans l'air comme de la fumée, s'infiltrant dans tous les recoins de Fernley. Au Rose and Crown, les clients murmuraient derrière leurs pintes. Au bureau de poste, Felicity, Prowse a laissé tomber son thé en entendant cela. Et au cimetière, Madame Edgewater a failli s'évanouir avant de se rétablir assez rapidement pour lancer 3 proclamations dramatiques sur la décadence morale de cette époque moderne. La déclaration officielle était brève. Lavinia avait subi un traumatisme contondant au crâne. Aucun signe de vol, aucune preuve claire n'a été laissée sur les lieux, juste une série d'empreintes de pas partiellement effacées par la pluie récente. L'inspecteur Hargrave a convoqué Miss Marple au poste juste avant midi. Elle entra et le trouva debout près du foyer, les bras croisés, les yeux assombris par la fatigue. Il y avait maintenant une tension chez lui, pas simplement la pression d'une affaire, mais quelque chose de plus personnel. « Elle est morte », dit-il catégoriquement. « Oui », répondit Miss Marple, « même si je crains qu'elle savait qu'elle le serait peu de temps avant que cela n'arrive. » Hargrave lui lança un regard aigu. « Vous vous en doutiez ? Je soupçonnais qu'elle avait peur. Et les gens effrayés qui ont des secrets ne disparaissent pas par hasard. » Il resta silencieux un moment, puis se retourna et récupéra une enveloppe pliée sur son bureau. Cela a été trouvé sous son plancher, caché dans une vieille boîte à biscuits.
Il l'ouvrit et plaça la page sur la table entre eux. Il s'agissait d'une autre lettre de Lavinia, datée de 2 semaines avant sa mort. « S'il m'arrive quelque chose, ce sera à cause de ce que je sais. Une fois, j'ai laissé tomber quelqu'un que j'aurais dû protéger. Maintenant, j'ai peur d'échouer à nouveau. L'homme de Bellwood n'est pas celui qu'il prétend être. Il a porté de nombreux noms. Demandez-vous pourquoi aucun document n'existe avant 1920. Et demandez aussi ce qu'est devenu Eleanor Fay. » Miss Marple lut la note avec une intensité calme, puis leva les yeux. Elle avait peur d'un homme sans passé. C'est toujours significatif. Hargrave plia à nouveau la page. « Je pense que j'ai peut-être été aveugle, Miss Marple. Il y a des choses que j'ai négligées. Je crois que nous l'avons tous fait, dit-elle doucement. Dites-moi, vous souvenez-vous d'un garçon dont votre famille avait la garde lorsque vous étiez enfant? Quelqu'un qui a été placé en famille d'accueil pendant un certain temps? » Hargrave cligna des yeux. « Oui, ma mère a accueilli un enfant pendant environ 3 ans. Très jeune, un garçon calme. Je devais avoir 7 ou 8 ans à l'époque. Il était pâle, maigre, parlait à peine. Nous l'appelions Nathan. Qu'est-il devenu? Je ne sais pas. Un jour, il venait de partir. Mes parents ont dit qu'il avait été placé dans une nouvelle famille. Je n'ai jamais remis cela en question. L'avez-vous déjà revu? Peut-être sous un autre nom? Hargrave fronça les sourcils. Je ne pense pas. Mais le doute dans sa voix disait le contraire à Miss Marple. Cet après-midi-là, un deuxième rebondissement arriva à la gare. L'agent Mercer, rouge au visage et visiblement secoué, revint de Bellwood avec des nouvelles. Ils avaient trouvé une malle verrouillée dans la cave sous l'orangerie. À l'intérieur se trouvaient plusieurs faux passeports, chacun portant un nom différent, mais la même photographie. Silas Grange. Un seul passeport portait son nom actuel. Les autres portaient des identités remontant aux années 1920. Edward Cray, Samuel Rains, Thomas Gell. Et, caché sous la doublure du coffre, se trouvait un registre déchiré. Chaque entrée comprenait des initiales et des notations énigmatiques à côté des sommes d'argent. Jeu de hasard illicite, faveur, échangé, faux héritage réclamé. C'était un record d'escroquerie, des dizaines d'entre eux, et le nom d'Eleanor Fay est apparu 2 fois. Miss Marple, après qu'on lui ait montré les documents, a observé avec un calme mesuré. Un homme qui change de nom comme de manteau le fait pour éviter le passé. Mais le passé, inspecteur, a une longue mémoire. Hargrave expira lentement en secouant la tête. Il a dû séduire Eleanor. Peut-être lui a-t-il promis de se marier, puis a pris l'argent qu'elle avait et est parti. Miss Marple hocha la tête. Et quand elle est réapparue, ou a menacé de le faire, il l'a fait taire. Lavinia le savait. Elle a essayé de protéger l'enfant d'Eleanor. Et quand elle a cherché à le dénoncer, il l'a fait taire aussi. « Mais où est Eleanor ?» demanda Hargrave. « Si elle avait vécu, elle se serait manifestée. Peut-être qu'elle a essayé. Peut-être qu'elle avait peur de ce qu'il pouvait encore faire, ou peut-être... » Miss Marple fit une pause. « Peut-être que quelqu'un d'autre a pris les choses en main. » Au crépuscule, on frappa à la porte de Miss Marple. C'était Esmé Drexler, la bibliothécaire, pâle et se tordant les... « Ah mince, je pense que j'ai besoin de parler à quelqu'un, » dit-elle d'une voix tremblante. « Quelqu'un qui comprend les secrets. » Miss Marple l'accueillit doucement et lui prépara du thé. Lorsqu'ils furent assis, Esmé commença d'une voix hésitante. « Je ne sais pas si cela a un lien, a-t-elle déclaré, mais j'ai trouvé quelque chose dans les archives. Il y a des années, une lettre d'Eleanor Fay. Elle a été mal classée dans les registres du cimetière. Je ne pense pas que quelqu'un d'autre l'ait jamais vue. Et qu'est-ce que ça disait? Elle a écrit à propos de son fils, qu'il avait été placé à Fernley sous un faux nom pour le protéger, qu'elle se cachait mais pas pour échapper à la loi. Lui, de Silas. Avez-vous gardé la lettre? Esmé hocha la tête. Je l'ai. Je ne savais pas quoi faire. J'avais peur et puis,
Quand Lavinia a disparu, Miss Marple tendit la main par-dessus la table et lui prit la main. « Tu as eu raison de venir, dit-elle. Nathaniel Fay serait-il encore au village? Ou, les yeux de Miss Marple s'écarquillèrent, pourrait-il s'agir de quelqu'un qu'il connaissait déjà sous un nom différent? Y avait-il une identité cachée en jeu? Quelqu'un qui avait grandi en croyant à une histoire pour ensuite apprendre une vérité différente? Lavinia a-t-elle été réduite au silence pour protéger cette vérité? Plus tard dans l'après-midi, Miss Marple a appris que Martin Chiswick avait été retrouvé effondré derrière son magasin. Le médecin avait été appelé. Il avait subi un accident vasculaire cérébral, léger mais suffisant pour le désorienter. Miss Marple n'a pas perdu de temps. Elle arriva et trouva Chiswick pâle mais conscient, une infirmière flottant à proximité. « Je ne devrais pas rester longtemps », prévint l'infirmière, mais Chiswick lui fit signe faiblement. « Venez, Miss Marple, j'ai quelque chose à vous dire. » Elle se pencha plus près, sa voix douce. « Oui ?» Ses yeux brillaient. « Je n'ai pas dit toute la vérité. Je ne l'ai pas seulement... Favs, je suis vieux, Lavinia et Grange. Je les ai vus monter à Bellwood. Elle criait, et puis je l'ai entendu dire « Tu me l'as enlevé. » Appris qui? Il toussa. Éléonore. Puis, dans un murmure, « Il a menti. Surtout. » Miss Marple quitta le magasin avec une sensation de serrement dans la poitrine. Elle savait maintenant qui Lavinia essayait de protéger. Elle savait maintenant ce qui l'avait suffisamment effrayée pour réécrire son testament, et elle commençait à soupçonner que l'enfant d'Eleanor Fay n'avait jamais quitté Fernley. Un léger brouillard recouvrait Fernley le lendemain matin, atténuant les bruits des chants d'oiseaux et des battements de sabots lointains sur les ruelles pavées. La brume s'accrochait aux haies, transformant les sentiers familiers en couloirs indistincts, comme si le village lui-même avait décidé de cacher encore un peu ses secrets. Mais pas pour Miss Marple. Elle s'était levée tôt, troublée par des pensées agitées et par l'écho des derniers mots énigmatiques de Martin Chiswick. « Il a menti, surtout. » Elle répéta le nom, Éléonore et l'étrange phrase de Lavinia rapportée par Chiswick. « Tu me l'as enlevé. » Pas il, toi. Le pronom comptait. C'est toujours le cas. Miss Marple était assise à sa table de petit déjeuner, remuant, son thé avec des cercles lents et délibérés. La révélation selon laquelle Eleanor Fay a eu un enfant, Nathaniel, était remarquable en soi. Mais plus encore, c'était la note sur le registre de baptême. Encouragée par la famille Hargrave. Elle savait que l'inspecteur Hargrave avait grandi dans la région, son père étant charpentier et sa mère enseignante. Pourtant, il n'avait jamais parlé d'un frère adoptif ou d'un cousin. Et comme il est curieux que le nom de Fay ait disparu des registres du village après 1912, aucun décès, aucun mariage, aucun déménagement n'a été noté. Eleanor Fay avait tout simplement disparu, tout comme Lavinia. En milieu de matinée, Fernley était en effervescence avec des nouvelles, la découverte d'un corps. L'annonce est venue du gendarme Mercer, qui avait été envoyé au peigne fin les forêts extérieures de Bellwood Estate, après avoir reçu un pourboire au poste. Un garde-chasse, fraîchement revenu après une longue maladie, avait signalé une odeur inhabituelle près d'un champ d'orties derrière l'orangerie envahie par la végétation. Là, sous un monticule à moitié enfoui de terre battue et d'herbes sauvages, ils avaient retrouvé les restes d'une femme plus âgée. Les vêtements et les dossiers dentaires ont identifié le corps comme étant celui de Lavinia Chetwynd. Le village tout entier recula. Même ceux qui avaient murmuré des scandales à huit cloches parlèrent désormais à voix basse. Meurtre. Le mot flottait dans l'air comme de la fumée, s'infiltrant dans tous les recoins de Fernley. Au Rose and Crown, les clients murmuraient derrière leurs pintes. Au bureau de poste, Felicity, Prowse a laissé tomber son thé en entendant cela. Et au cimetière, Madame Edgewater a failli s'évanouir avant de se rétablir assez rapidement pour lancer 3 proclamations dramatiques sur la décadence morale de cette époque moderne. La déclaration officielle était brève. Lavinia
avait subi un traumatisme contondant au crâne. Aucun signe de vol, aucune preuve claire n'a été laissée sur les lieux, juste une série d'empreintes de pas partiellement effacées par la pluie récente. L'inspecteur Hargrave a convoqué Miss Marple au poste juste avant midi. Elle entra et le trouva debout près du foyer, les bras croisés, les yeux assombris par la fatigue. Il y avait maintenant une tension chez lui, pas simplement la pression d'une affaire, mais quelque chose de plus personnel. « Elle est morte », dit-il catégoriquement. « Oui », répondit Miss Marple, « même si je crains qu'elle savait qu'elle le serait peu de temps avant que cela n'arrive. » Hargrave lui lança un regard aigu. « Vous vous en doutiez ? Je soupçonnais qu'elle avait peur. Et les gens effrayés qui ont des secrets ne disparaissent pas par hasard. » Il resta silencieux un moment, puis se retourna et récupéra une enveloppe pliée sur son bureau. Cela a été trouvé sous son plancher, caché dans une vieille boîte à biscuits. Il l'ouvrit et plaça la page sur la table entre eux. Il s'agissait d'une autre lettre de Lavinia, datée de 2 semaines avant sa mort. « S'il m'arrive quelque chose, ce sera à cause de ce que je sais. Une fois, j'ai laissé tomber quelqu'un que j'aurais dû protéger. Maintenant, j'ai peur d'échouer à nouveau. L'homme de Bellwood n'est pas celui qu'il prétend être. Il a porté de nombreux noms. Demandez-vous pourquoi aucun document n'existe avant 1920. Et demandez aussi ce qu'est devenu Eleanor Fay. » Miss Marple lut la note avec une intensité calme, puis leva les yeux. Elle avait peur d'un homme sans passé. C'est toujours significatif. Hargrave plia à nouveau la page. « Je pense que j'ai peut-être été aveugle, Miss Marple. Il y a des choses que j'ai négligées. Je crois que nous l'avons tous fait, dit-elle doucement. Dites-moi, vous souvenez-vous d'un garçon dont votre famille avait la garde lorsque vous étiez enfant? Quelqu'un qui a été placé en famille d'accueil pendant un certain temps? » Hargrave cligna des yeux. « Oui, ma mère a accueilli un enfant pendant environ 3 ans. Très jeune, un garçon calme. Je devais avoir 7 ou 8 ans à l'époque. Il était pâle, maigre, parlait à peine. Nous l'appelions Nathan. Qu'est-il devenu? Je ne sais pas. Un jour, il venait de partir. Mes parents ont dit qu'il avait été placé dans une nouvelle famille. Je n'ai jamais remis cela en question. L'avez-vous déjà revu? Peut-être sous un autre nom? Hargrave fronça les sourcils. Je ne pense pas. Mais le doute dans sa voix disait le contraire à Miss Marple. Cet après-midi-là, un deuxième rebondissement arriva à la gare. L'agent Mercer, rouge au visage et visiblement secoué, revint de Bellwood avec des nouvelles. Ils avaient trouvé une malle verrouillée dans la cave sous l'orangerie. À l'intérieur se trouvaient plusieurs faux passeports, chacun portant un nom différent, mais la même photographie. Silas Grange. Un seul passeport portait son nom actuel. Les autres portaient des identités remontant aux années 1920. Edward Cray, Samuel Rains, Thomas Gell. Et, caché sous la doublure du coffre, se trouvait un registre déchiré. Chaque entrée comprenait des initiales et des notations énigmatiques à côté des sommes d'argent. Jeu de hasard illicite, faveur, échangé, faux héritage réclamé. C'était un record d'escroquerie, des dizaines d'entre eux, et le nom d'Eleanor Fay est apparu 2 fois. Miss Marple, après qu'on lui ait montré les documents, a observé avec un calme mesuré. Un homme qui change de nom comme de manteau le fait pour éviter le passé. Mais le passé, inspecteur, a une longue mémoire. Hargrave expira lentement en secouant la tête. Il a dû séduire Eleanor. Peut-être lui a-t-il promis de se marier, puis a pris l'argent qu'elle avait et est parti. Miss Marple hocha la tête. Et quand elle est réapparue, ou a menacé de le faire, il l'a fait taire. Lavinia le savait. Elle a essayé de protéger l'enfant d'Eleanor. Et quand elle a cherché à le dénoncer, il l'a fait taire aussi. « Mais où est Eleanor ?» demanda Hargrave. « Si elle avait vécu, elle se serait manifestée. Peut-être qu'elle a essayé. Peut-être qu'elle avait peur de ce qu'il pouvait encore faire, ou peut-être... » Miss Marple fit une pause. « Peut-être que quelqu'un d'autre a pris les choses en main. » Au crépuscule, on frappa à la porte de Miss Marple. C'était Esmé Drexler,
la bibliothécaire, pâle et se tordant les... « Ah mince, je pense que j'ai besoin de parler à quelqu'un, dit-elle d'une voix tremblante. Quelqu'un qui comprend les secrets. Miss Marple l'accueillit doucement et lui prépara du thé. Lorsqu'ils furent assis, Esmé commença d'une voix hésitante. « Je ne sais pas si cela a un lien, a-t-elle déclaré, mais j'ai trouvé quelque chose dans les archives. Il y a des années, une lettre d'Eleanor Fay. Elle a été mal classée dans les registres du cimetière. Je ne pense pas que quelqu'un d'autre l'ait jamais vue. Et qu'est-ce que ça disait? Elle a écrit à propos de son fils, qu'il avait été placé à Fernley sous un faux nom pour le protéger, qu'elle se cachait mais pas pour échapper à la loi. Lui, de Silas. Avez-vous gardé la lettre? Esmé hocha la tête. Je l'ai. Je ne savais pas quoi faire. J'avais peur et puis, quand Lavinia a disparu, Miss Marple tendit la main par-dessus la table et lui prit la main. « Tu as eu raison de venir, dit-elle, parce que maintenant l'étau se resserrait. Et la dernière vérité, le secret final et dévastateur, était sur le point d'être révélé. Le lendemain, l'aube était plus froide, et le ciel était bas et lourd au-dessus de Fernley. Une fine bruine recouvrait les toits et embrumait les haies, conférant au village un calme presque sépulcral. Pourtant, à l'intérieur du cottage de Miss Marple, l'activité bourdonnait sous la surface. Elle se tenait devant son petit secrétaire, copiant soigneusement l'une des lettres de la correspondance retrouvée d'Eleanor Fay, celle qu'Esmé Drexler avait sortie clandestinement des archives des années auparavant. Son contenu avait confirmé ce que Miss Marple soupçonnait désormais avec une certitude croissante, que l'homme se faisant appeler Silas Grange avait autrefois séduit, abandonné et très probablement détruit Eleanor Fay. Et maintenant, Lavinia aussi. La lettre avait été marquée non envoyée, mais il était clair qu'il n'était jamais destiné à être lu par Lavinia, ni par aucun avocat. Cela avait été un record, un bilan. Eleanor avait détaillé ses craintes, ses regrets et surtout sa mise en garde. Il sait comment changer de nom, mais pas comment changer ce qu'il est. Et pourtant, Miss Marple estimait qu'il manquait encore un élément au tableau complet, un fil qui n'était pas encore tiré. Il ne suffisait pas de savoir que Silas Grange n'était pas celui qu'il prétendait être. Il en fallait une preuve, non seulement de son passé, mais de son intention présente. Et cela, Miss Marple le savait, ne pouvait provenir d'archives ou de mal cachés. Il faudrait que cela vienne de Grange lui-même. Et elle, plus que tout le monde, le ferait ressortir. À 2 heures précises de l'après-midi, Miss Marple rendit visite au domaine Bellwood, cette fois à l'improviste. Silas Grange la reçut à la porte avec des yeux plissés et un sourire soigneusement neutre. « Miss Marple, » dit-il en s'écartant à contre-cœur, « à quoi dois-je ce plaisir ?»« Curiosité, monsieur Grange, » dit-elle doucement. « Un trait dangereux chez certains, mais très utile chez d'autres. J'ai pensé que nous pourrions peut-être parler. » « À propos de quoi, exactement? À propos de votre passé, à propos d'Eleanor Fay et de Lavinia Chetwynd. » Un moment de silence passa. Puis, avec un léger sourire narquois, il lui fit signe de le suivre dans la bibliothèque. La pièce était grande et faiblement éclairée, les étagères à moitié remplies et le foyer froid. Miss Marple a refusé de s'asseoir et est restée debout. « J'ai toujours pensé, » dit-elle doucement, « que les gens se révèlent quand ils en ont le moins l'intention. En particulier lorsqu'ils sont confrontés, non pas à des accusations, mais à de la compréhension. »« Je ne suis pas sûre de suivre. Bien sûr que non, répondit-elle gentiment. Mais laissez-moi vous proposer une théorie, et vous pourrez me corriger là où je me suis égaré. » Il croisa les bras, la regardant avec méfiance. « Vous étiez autrefois un homme nommé Edward Cray, entre autres choses. Dans votre jeunesse, vous avez voyagé à travers les villes, à travers les pays, en vous réinventant toujours. Vous avez appris très tôt que le charme pouvait être utilisé comme une arme, et que la confiance pouvait être monétisée. Vous avez rencontré Eleanor Fay en 1910,
peut-être à Londres ou à York. Elle était jeune, idéaliste et tragiquement seule. Vous lui avez promis de se marier. Vous avez pris son héritage. Vous êtes parti. Le sourire de Grange s'était estompé. Elle a eu un enfant, a poursuivi Miss Marple. Un fils. Il a été élevé ici à Fernley pendant un certain temps. Vous ne le saviez peut-être pas au début, mais Lavinia le savait. Et quand vous êtes arrivé à Fernley sous un nouveau nom, achetant Bellwood avec vos gains mal acquis, elle vous a reconnu. Elle n'a jamais oublié Éléanore. Et quand elle vous a confronté, elle a vu que vous étiez toujours dangereux. La mâchoire de Silas Grange se serra. Elle a écrit à son avocat. Elle a commencé à modifier son testament. Elle a envoyé une lettre énigmatique à une boîte londonienne, espérant peut-être que quelqu'un agirait si elle ne le pouvait pas. Mais avant de pouvoir faire plus, elle a disparu. Et nous savons tous les deux qu'elle n'est pas partie volontairement. Sa voix, quand elle parla, était basse et sardonique. C'est une charmante histoire, Miss Marple. Écrivez-vous des romans pendant votre temps libre? Non, dit-elle calmement. Je lis les gens. Il s'approcha. Vous n'avez aucune preuve. Je n'ai pas besoin de preuves pour savoir si quelqu'un est un prédateur, mais d'autres, la police, les tribunaux, en ont besoin. C'est pourquoi j'ai apporté quelque chose avec moi. Elle fouilla dans son sac à main et en sortit une petite enveloppe. J'ai trouvé ça dans votre boîte à cadran solaire, dit-elle. Des lettres d'Éléanore, des traces de qui vous étiez, mais aussi une lettre que Lavinia a écrite peu de temps avant sa mort. Elle l'a cachée sous son plancher. Elle le lui tendit. Il le prit à contre-cœur et lut la seule page. Ses yeux se posèrent sur son visage. Elle te nomme. C'est ce qu'elle fait, dit-il doucement. Miss Marple se tourna légèrement vers la fenêtre. C'est remarquable, n'est-ce pas? Comme même les mensonges les plus bien construits commencent à s'effilocher quand on oublie de nouer un fil. Grange laissa échapper un soupir brusque. Vous bluffez. Le suis-je? dit-elle. Pensez-vous vraiment que je suis venu ici seul, sans que personne ne soit alerté de ma présence? Que je risquerais de confronter un homme avec votre histoire sans garantie? Grange s'avança légèrement, juste assez. Et voilà, Miss Marple le savait. C'était le message. Tu l'as tué, dit-elle, sa voix maintenant plus froide. Et vous avez peut-être tué Éléanore aussi. Mais quelqu'un d'autre le sait, vous voyez, je m'en suis assuré avant d'arriver. Le sourire de Grange revint, mais il était désormais plus mince et cassant. Connaissez-vous le problème avec les femmes comme vous, Miss Marple? Oh, éclaire-moi. Vous pensez que connaître la vérité équivaut à la prouver. Mais la connaissance ne sauvera personne si personne ne vous écoute. Le regard de Miss Marple ne faiblit pas. Au contraire, Monsieur Grange, les gens écoutent. Ils l'ont toujours fait. Vous ne l'avez tout simplement jamais remarqué. À ce moment, la porte de la bibliothèque s'ouvrit. L'inspecteur Hargrave entra, suivi du gendarme Mercer. Grange se tourna, surprise. Vous l'avez suivi. La voix de Hargrave était calme mais résolue. Nous n'en avions pas besoin. Elle nous a donné une copie de sa déclaration de ce matin. Nous avons les lettres, la malle, et un témoin, quelqu'un qui vous a entendu, vous, disputer avec Lavinia derrière l'orangerie. Vos paroles n'étaient pas gentilles. L'expression de Grange s'assombrit. Tu penses que cela prouve quelque chose? Je pense, a déclaré Hargrave, que la loi est tout à fait compétente pour assembler un dossier à partir de fragments, surtout lorsque le suspect est sur le point de livrer des aveux. Les mains de Grange se crispèrent à ses côtés. Puis, lentement, il rit, un rire léger et sans humour. « Vous, petit villageois, dit-il, vous pensez avoir gagné, mais vous n'avez aucune idée de ce à quoi des gens comme moi ont survécu. » Miss Marple s'avança, sa voix aussi douce que définitive. « Non, mais je sais ce que les gens comme toi laissent derrière eux. » Ce soir-là, le village expira. Silas Grange a été placé en détention dans l'attente d'une enquête plus approfondie et des accusations portées contre lui. Les preuves étaient suffisantes pour le retenir, et d'autres étaient déjà en train d'être rassemblées par les autorités régionales
qui le soupçonnait depuis longtemps de fraude sous d'autres noms. Alors que le crépuscule tombait sur Fernleague, Miss Marple retourna dans son jardin, s'installant dans son fauteuil en osier avec un châle autour des épaules. Elle écouta le vent dans le lierre et s'autorisa un petit soupir, non pas de soulagement, mais de réflexion. Eleanor. Fay avait disparu de la vie aussi discrètement qu'elle y était entrée. Lavinia Chetwynd avait finalement tenté de se racheter, de protéger ce qu'elle n'avait pas réussi à sauver. La justice, Miss Marple le savait, n'était pas toujours opportune. Ce n'était pas non plus toujours bruyant. Mais parfois, quand on a observé attentivement et posé les bonnes questions, cela s'est quand même produit, et cela, pensa-t-elle, était suffisant. Fernleague avait encore grandi, mais ce n'était pas le calme de la paix. C'était le silence qui suit une tempête, lorsque l'air est chargé de ce qui a été dérangé. Un homme était en garde à vue. Une femme avait été retrouvée morte. Et le village, qui autrefois s'occupait de fleurs et de fêtes, était désormais pris dans l'emprise tranquille de la rétrospection. Au Rose and Crown, les habitués parlaient en murmurant plutôt qu'en se vantant. Au cimetière, des fleurs fraîches ont été déposées à l'endroit où le nom de Lavinia Chetwynd commençait tout juste à être gravé sur la pierre. L'inscription disait simplement « Elle a vu ce que les autres ont manqué ». Miss Marple a lu ces mots avec une approbation tranquille, alors qu'elle se tenait devant la tombe, un bouquet de fleurs sauvages à la main. Mais ses pensées ne s'attardèrent pas longtemps. Il y avait encore une question qui la rongeait l'esprit, une pièce qui n'était pas encore ajustée. Qu'était devenue Eleanor Fay? Oui, il y avait les lettres, déchirantes et réelles. Oui, Lavinia avait confirmé sa connaissance des souffrances d'Eleanor et de ses efforts pour protéger l'enfant qu'Eleanor avait porté. Mais il restait un vide, aucun certificat de décès, aucune observation confirmée au-delà de 1912 et aucune réponse quant à savoir si Eleanor avait déjà tenté de revenir chercher son fils. Et surtout, qui était devenu Nathaniel? Cet après-midi-là, Miss Marple s'est rendue à la maison paroissiale de Fernley, où le révérend Josiah Bentham travaillait sur la rotation du thé et parvenait à mettre de la farine sur ses poignets alors qu'il n'avait rien à voir avec la pâtisserie. « Oh, Miss Marple, dit-il alors qu'elle entrait. Un réconfort comme toujours, je pensais juste que nous aurions besoin d'une congrégation plus forte ces jours-ci. »« Nous avons toujours besoin de ça, » répondit-elle en retirant ses gants. « Mais je suis venue avec une question sur le registre, plus précisément celui des registres de l'orphelinat qui était géré par la paroisse avant la fermeture. De Fernleague Hall. » Bentham hocha la tête, soudain sérieux. « Oui, oui, stocké dans l'annexe maintenant. Vous pensez qu'il y a quelque chose d'utile là-bas? »« Je crois, dit doucement Miss Marple, que le passé reste rarement enterré pour toujours. Et ce passé particulier est étroitement lié à notre présent. » Ils marchèrent ensemble jusqu'à l'annexe. C'était une pièce en pierre avec une longue table en chêne, des boîtes soigneusement empilées le long des murs, chacune marquée par l'année. Des grains de poussière dansaient dans les rayons du soleil, provenant des hautes fenêtres. Après 20 minutes de recherche, Miss Marple trouva le livre qu'elle cherchait. Dossier Foster, 1912-1916. L'entrée de Nathaniel Fay a été courte. Date de naissance 6 février 1912. Mère Eleanor Fay. Favorisée par Thomas et Eliza Hargrave. Remarque renommé Henry Nash en 1915, avant son adoption par une famille locale. Aucun père biologique répertorié. Mère présumée décédée. La main de Miss Marple s'arrêta sur la page. Henry Nash. Le nom a sonné une cloche, lointaine, mais claire. Le souvenir d'un homme qu'elle avait vu souvent, mais jamais examiné de près, lui revint en mémoire. Un homme réservé aux tempes grisonnantes et à l'attitude calme. Un professeur M. Henry Nash, le maître d'école de Fernleague Primary. Il était là depuis des décennies, apprécié, jamais marié, connu pour sa discipline et sa voix douce.
Il vivait seul dans une modeste maison en briques près de l'extrémité de Lavender Walk. Toujours poli, toujours solitaire, était-ce possible? Miss Marple n'a pas perdu de temps. L'école était vide quand elle est arrivée, les élèves étant rentrés chez eux depuis longtemps pour la journée. Les couloirs étaient calmes, une légère odeur de craie et de bois verni persistant dans l'air. Elle frappa doucement à la porte du bureau du maître d'école. Un instant plus tard, Henry Nash ouvrit la porte. Il était grand, épuré, avec des cheveux bien séparés et une paire de lunettes à monture métallique perchée sur son nez. Il cligna des yeux, surpris par sa présence. « Mademoiselle Marple, que puis-je faire pour vous? J'espérais un bref mot, monsieur Nash, à propos de quelque chose personnel. » Il s'écarta pour la laisser entrer, et elle entra dans la pièce avec ses hautes fenêtres et ses murs couverts de cartes. Une bouilloire fumait tranquillement sur une table d'appoint. « S'il vous plaît, asseyez-vous, » dit-il. Elle l'a fait, et puis elle a prononcé le nom, doucement mais fermement. Eleanor Fay. Elle l'a vu instantanément, le resserrement de ses épaules, le scintillement de son regard. « Je n'ai pas entendu ce nom depuis longtemps, » dit-il, presque avec désinvolture. « Mais tu t'en souviens. » Il s'assit lentement. « Oui, je le fais, parce qu'elle était ta mère. » Henry Nash n'a rien dit, mais le silence était une réponse suffisante. Miss Marple attendit, laissant le silence s'étendre entre eux. Elle avait compris depuis longtemps que lorsqu'on laisse respirer la salle de vérité, elle parle généralement. Finalement, il parla à voix basse. Elle ne me l'a dit qu'une seule fois. J'étais enfant. Elle est venue me voir quand j'avais 7 ans. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas rester, que ce n'était pas sûr. Mais elle m'a donné un livre, L'île au trésor, et une lettre. Qu'est-ce que ça dit? Qu'elle m'aimait. Que l'homme qui l'a blessée me regardait peut-être encore. Que j'aurais une vie meilleure si je ne regardais jamais en arrière. As-tu? J'ai essayé, dit-il. J'ai été adopté par des gens gentils. On m'a donné un nouveau nom. J'ai étudié. Je suis devenu enseignant. Je suis resté à l'écart du passé. Jusqu'à... des années plus tard. J'ai vu un homme au marché. Son visage, sa voix. Je ne connaissais pas son nom à l'époque, mais quand Silas Grange a emménagé à Bellwood, je l'ai su. Vous l'avez reconnu? Oui. Mais je n'ai rien dit. J'avais peur. Pas de lui. De ce que cela signifierait de tout ramener. J'ai pensé que peut-être le passé pourrait dormir. La voix de Miss Marple était douce. Mais Lavinia savait, et elle a essayé d'agir. Il hocha la tête. Je pense qu'elle a essayé de me protéger. Elle ne me l'a jamais dit directement, mais je l'ai senti. Nous avons parlé de temps en temps. Elle m'a demandé un jour ce dont je me souvenais de mon enfance. J'ai menti. J'ai dit que je ne me souvenais de rien. Seriez-vous prêt à parler à l'inspecteur Hargrave? Les lèvres d'Henry Nash se pincèrent en une fine ligne. Si cela peut t'aider, oui, il est temps. Ce soir-là, alors que la pluie commençait à tomber sérieusement, l'inspecteur Hargrave rencontra Miss Marple et Henry Nash dans le salon du presbytère. Hargrave écoutait en silence Nash raconter le long arc de la tragédie de sa mère et sa propre identité oubliée. Le visage de l'inspecteur resta calme, mais Miss Marple vit une légère lueur d'émotion dans ses yeux. Peut-être du regret, peut-être de la crainte. « Cela nous donne plus qu'un motif », a déclaré Hargrave lorsque Nash a terminé. « Cela nous donne une narration. Cela relie tout. » Miss Marple hocha la tête. Et cela confirme que Lavinia n'agissait pas uniquement par peur, mais par conscience. Elle se souvenait d'Eleanor. Elle se souvenait du tort qui lui avait été fait et cherchait à le corriger même au prix de sa vie. Il y a eu une pause. Puis Nash reprit la parole, d'une voix calme. « Pensez-vous que ma mère est toujours en vie ?» Miss Marple secoua la tête. « Non. Si elle l'était, elle serait revenue maintenant. Mais elle vit dans les lettres qu'elle a laissées, en toi, et dans la justice que Lavinia a essayé de lui rappeler. » Henry Nash baissa la tête. Cette nuit-là, seule dans son cottage, Miss Marple a allumé une seule bougie à côté de son panier à tricoter et a écrit 2 brèves lettres,
une à la mémoire d'Eleanor Fay et une à la succession de Lavinia. Chetwynd, suggérant que ses dernières volontés soient respectées, en particulier les révisions de son testament qui nommait un modeste Leggs à un homme autrefois nommé Nathaniel Fay. Dehors, la pluie murmurait doucement sur les vitres, comme si le village lui-même avait commencé à pleurer et à se rétablir. La justice n'est pas arrivée avec le tonnerre. Au lieu de cela était venu avec de la patience, des mains calmes et le regard implacable d'une femme qui voyait à travers ce que les autres manquaient. Mais il restait un dernier chapitre. Et Miss Marple se préparait déjà pour le moment, où tout serait révélé. Le dimanche matin apportait un calme fragile. Les cloches de St. Mildred sonnaient doucement au-dessus de Fernley, légèrement étouffées par la brume qui s'enroulait le long des toits et des haies. Les villageois se sont rendus en procession silencieuse à l'office du matin. Les parapluies déployés et les regards échangés avec plus de prudence que d'habitude. Le meurtre de Lavinia Chetwynd, désormais reconnu comme un fait, avait jeté une longue ombre sur la communauté. Mais ce n'était pas seulement la peur qui s'était installée. C'était quelque chose de plus subtil, quelque chose de plus proche de la honte. Fernley s'était toujours enorgueilli de sa droiture, de sa moralité cachée dans chaque clôture de jardin et chaque rideau de dentelle. Mais maintenant, il lui fallait tenir compte du fait que le mal avait marché parmi eux, pas bruyamment mais poliment, vêtu de costumes sur mesure et d'un masque de civilité, et il avait presque réussi à s'en sortir. Cependant, Miss Marple n'était pas venue à l'église. Elle était assise dans son salon, fraîchement lavée et impeccablement vêtue d'un cardigan bleu marine et d'un chapeau assorti, sirotant une modeste tasse de café en attendant l'inspecteur. Hargrave. Sur sa table d'appoint se trouvait une collection de documents soigneusement empilés, des lettres d'Eleanor Fay, la note cachée de Lavinia, la page du registre de l'orphelinat et une copie des documents de voyage de Silas Grange, avec leurs traces d'identité fabriquées. Il s'agissait en fait d'un dossier, mais contrairement à ceux conservés par les bureaucrates, celui-ci avait été assemblé par une observation minutieuse et une déduction discrète. On frappa à la porte. Miss Marple se leva et l'ouvrit, pour trouver Hargrave avec une expression sombre, sa casquette tenue respectueusement à la main. Elle le fit entrer et lui proposa du thé, qu'il refusa poliment. « Il est brisé », dit enfin Hargrave. « Grange. »« Avoué ?» demanda-t-elle doucement, en s'installant dans son fauteuil, pas en termes explicites. Mais une fois confronté aux documents, aux lettres, aux preuves de Bellwood, il a cessé de nier. Il a dit qu'il avait agi avec colère, que Lavinia avait menacé de le ruiner. Il a prétendu que c'était de la légitime défense, mais cela ne tient pas. Le rapport du pathologiste montre un coup délibéré à l'arrière de la tête. Miss Marple hocha la tête, sans surprise. Et Éléonore, aucun signe. J'ai parlé avec la police à York. Elle semble avoir disparu en 1915. Pas de tombe, pas de traces de voyage. Nous étudions plusieurs possibilités, mais la plus probable est qu'elle est morte dans l'obscurité, trop honteuse pour rentrer à la maison, trop effrayée pour l'affronter. Un grand nombre de femmes, inspecteurs, ont disparu de cette manière. Hargrave resta silencieux un moment, puis dit « Je vous dois plus que des remerciements. » Miss Marple sourit doucement. « Personne ne me doit rien, ma chérie. J'ai simplement remarqué ce que les autres n'ont pas fait. » Il hocha la tête, puis ajouta plus doucement « Monsieur Nash témoignera. Je pense que cela aidera le jury à comprendre toute l'ampleur de ce que Grange Cray a fait, le bilan humain. Et que va devenir Monsieur Nash ?» demanda-t-elle avec une première trace d'inquiétude dans la voix. Hargrave sourit faiblement. « Nous avons parlé. Il va rester à Fernley, je pense. Il ressent maintenant une sorte de devoir. Il veut raconter à ses élèves des histoires, avec une fin honnête, même s'ils ne sont pas heureux. » Miss Marple regarda dans sa tasse de thé. « Bien, ce sera sa guérison. » Plus tard dans la journée, la salle des fêtes a ouvert ses portes à un rassemblement discret de citadins.
Ce n'était pas un service commémoratif. Lavinia avait été enterrée la veille, lors d'une petite cérémonie à laquelle assistaient uniquement le révérend Bentham, Miss Marple, Hargrave et une poignée d'autres. Non, c'était autre chose. Un rassemblement de la communauté pour faire le point sur elle-même. Essayer, tranquillement et sans le dire, de recommencer. Madame Edgewater a apporté du gâteau aux graines. Millie Pickering a disposé un modeste bouquet près du pupitre. Même Felicity Prowse, qui n'est jamais du genre à s'attarder sur la solennité, a contribué en organisant les tasses de thé avec révérence. Miss Marple arriva avec une efficacité calme, échangeant de douces salutations en passant. Elle ne souhaitait pas faire de discours et pourtant, comme cela arrivait souvent, elle se retrouva tranquillement conduite vers le front, où l'attention du village se posa naturellement. Elle n'a pas élevé la voix. Elle n'en avait pas besoin. « Je ne parlerai pas longtemps, commença-t-elle, mais je dirai ceci. Nous ne sommes pas seulement un village de jardins et de scones, nous sommes aussi un village de secrets, certains inoffensifs, certains lourds, et certains, comme ceux qui nous ont pris Lavinia, ont été laissés pourrir trop longtemps dans le noir. Il n'y a eu aucune interruption, seulement à l'écoute. Mais ce n'est pas à moi de juger le passé. C'est à moi de vous rappeler que la gentillesse, la vigilance et l'honnêteté ne sont pas des choses douces. Ce sont des choses fortes, calmes, mais durables. Elle fit une pause, puis ajouta « Si Lavinia nous a finalement appris quelque chose, c'est que le silence face à la cruauté n'est pas une neutralité. C'est une permission, et c'est quelque chose qu'aucun de nous ne devrait donner à la légère. » Lorsqu'elle a démissionné, il n'y a eu aucune acclamation. Seulement un calme bien plus significatif que les applaudissements. Ce soir-là, Henry Nash était assis près de son foyer, lisant à haute voix à 3 enfants dont les parents étaient allés à Londres pour des funérailles. Ils étaient rassemblés autour de lui sur un tapis, écoutant l'île au trésor avec une attention soutenue. Il l'avait choisi non seulement parce que c'était approprié, mais aussi à cause de ce qu'il signifiait pour lui, le seul cadeau qu'il ait jamais reçu de sa mère. Les pages étaient usées, les coins tournés par des décennies de manipulation, mais l'histoire n'avait pas perdu de sa puissance. Il s'arrêta au milieu du paragraphe et sourit faiblement. « Parfois, dit-il aux enfants, le véritable trésor est ce que nous ne voyons que lorsque nous sommes beaucoup plus âgés. Les gens, les souvenirs, les vérités, ils n'ont pas bien compris, mais ils hochèrent quand même la tête. Dans son jardin, sous les clématites en herbe, Miss Marple se remettait à tricoter. Les aiguilles claquaient doucement dans le crépuscule, tandis que la lumière de la lampe de la fenêtre de son salon jetait une lueur chaleureuse sur les rangées bien rangées de légumes et de pots d'herbes aromatiques. Elle avait planté quelque chose de nouveau, un seul rosier, offert par la femme du vicaire. Il portait des fleurs pourpres profondes et avait été placé avec soin sous la fenêtre de son salon. Elle l'a appelé la rose de Lavinia. Même si elle n'en parlait jamais à voix haute, elle pensait aux femmes qui avaient disparu, Éléanore et Lavinia, et au village qui avait pendant un temps détourné le regard. Ils étaient partis mais pas oubliés. Leurs histoires étaient sorties du silence et, ce faisant, avaient modifié le cours tranquille de Fernley. Elle n'en parlerait pas. Elle ne le répéterait pas, mais elle s'en souviendrait. Et lorsque la prochaine petite incohérence surviendrait, l'alibi mal placé, le mensonge mal raconté, le changement de ton trop subtil pour la plupart, elle observerait. Parce que Jane Marple a compris, peut-être mieux que quiconque, que dans le plus petit des lieux, les plus grandes tragédies peuvent prendre racine. Il en va de même pour la recherche silencieuse et persistante de la vérité.